Portrait, l'émission Parcours d'UGOP Radio. Bonjour à tous et bienvenue sur UGOP Radio, la radio du 12. Aujourd'hui, dans notre émission Portrait, on a le plaisir de recevoir Mamadou Doukara. Bonjour Mamadou. Bonjour, comment ça va ? Ça va très bien. Écoute, ça fait longtemps qu'on se connaît, donc on va pas faire genre on se connaît pas, on se connaît très bien. Hein, on est tous les deux issus du 18. Tout à fait. Et donc voilà, moi j'ai pu suivre ton parcours depuis toutes ces années. Donc là, t'es venu nous voir dans le 12e pour nous parler de tout ton parcours, de tout ce que tu fais. Donc, c'est vraiment très cool de te recevoir ici aujourd'hui, dans le 12. Merci pour l'invitation. Hein. C'est un plaisir aussi, depuis le temps que je devais passer vous voir. Oui, c'est vrai. Je profite de ce moment pour être là et puis avec vous. Et puis, je pense qu'on va passer un bon moment. Mais oui, bien sûr, il n'y a pas de raison qu'on passe pas un bon moment entre habitants du 18, comme on dit. Tout à fait. Voilà, bon, alors toi, Mamadou Doukara, je vais dire Mamadou, hein, parce que je ne vais pas dire Mamadou Doukara pendant toute l'émission. Tu es un peu un homme aux mille visages, hein. Tu fais beaucoup de choses, donc tu es directeur, tu es aussi maintenant médiateur, même enseignant. Mais moi, ce qui m'intéresserait, c'est de savoir aussi... tu as grandi dans le 18e, comme je le disais, pour introduire l'émission. Mais quel enfant tu étais ? Waouh, la question. Parce que j'ai besoin de savoir comment est-ce que tu es devenu Mamadou Doukara adulte. Ok, c'est une très belle question. Pour être honnête, je ne m'y attendais pas. Donc là, il va falloir me replonger dans mon enfance. J'étais, un enfant espiègle. Ok, ça m'étonne pas ça. J'aimais rire, j'aimais pas travailler à l'école, bizarrement. Ah ouais. Pourtant, j'étais bon. Et maintenant, tu es enseignant à la fac. C'est fou, incroyable. Hein. C'est la vie quand même, elle réserve des surprises. C'est incroyable. Et j'étais cet enfant turbulent qui aimait rire en fait. Hein. J'aimais rire, j'aimais chambrer, mais oh là là, j'étais un chambreur, j'ai fait pleurer des gens. C'est vrai. J'étais dur. T'étais un grand vanneur. J'étais un grand vanneur, on n'avait pas le choix. Okay. Dans le game, soit t'es dedans, soit t'es pas dedans. Si tu savais pas, c'était compliqué. Hein. Donc oui, j'étais ce gamin qui aimait rire, qui aimait faire des bêtises, qui allait à l'école sans vraiment savoir pourquoi en fait, c'était marrant. Donc je savais pas pourquoi j'y allais, donc je faisais rire le monde. Je faisais rire le monde et j'étais un peu cet enfant-là. Ok, très d'accord. Agité. Donc très agité, qu'il fallait un peu canaliser. Aussi. Qui aimait bien rire, chambrer. Tout à fait. Ok. Et justement, est-ce que durant ton enfance, il y a un moment qui t'a marqué et qui t'a emmené justement à ton futur engagement après, adulte ? Ouais. Mais c'est vrai. Tu vas me faire pleurer. C'est vrai ? Ah non, mais je veux pas. Nous, on est là pour... Il y a plusieurs choses qui m'ont marqué. Ouais. Je dirais une des premières choses qui m'a marqué, c'est ce travail autour de l'altérité. Ok. Moi, j'ai eu la chance au collège d'être dans une classe, la 6e H et la 5e H. C'est très précis. Et c'était parce que c'était deux classes où on avait des élèves qui n'étaient pas comme nous, en fait. D'accord. C'était des enfants de militaires qui habitaient sur les 3 tours juste derrière le collège du Trio. Ah oui, d'accord. Ah, c'est Porte de non. Tout à fait, Porte de Clignancourt. Porte de Clignancourt. Et du coup, sur cet endroit-là, c'était des anciens militaires qui étaient là. Ah, ok. Donc, tu avais des personnes qui venaient de Nouméa, qui venaient de je ne sais où et qui suivaient leurs parents. Et qu'on était dans cette classe-là. Donc, il y avait une diversité. Oui. Et bon, c'était intéressant. Jusque-là, tout allait bien. Sauf qu'on avait la chance de faire beaucoup de voyages, des émissions de télé, c'était incroyable, hein, parce que c'était la classe un peu pop-pop. Et du coup, lors d'un voyage dans l'Indre, je me rappelle, les 1000 étangs de Bourges, je les ai pas oubliés ces étangs. Et donc, on va visiter une classe, une école, etc. Et donc là, moi, ce qui m'a marqué, c'est de voir des enfants qui me touchent, qui touchent mes cheveux. Qui commencent à dire, mais vous parlez français ? Ah, d'accord. Et des choses qui se produisent devant les enseignants et que les enseignants ne disent rien, ça t'a marqué. Ça m'a marqué. Ça m'a marqué parce que je crois que c'est peut-être un des premiers épisodes où j'ai réellement senti une différence. Ouais, tu t'es dit, oui, je suis différent, on agit avec moi pas comme les autres. Tout à fait. Donc ça, c'est vraiment un épisode qui m'a marqué. Parce que ça m'a touché, ça m'a heurté. Donc ça m'a vraiment marqué. Et c'est là où j'ai eu ces questionnements autour de l'identité, autour de qui je suis, autour de tout ça.
Ok, d'accord. Je pense que c'est là que ça a commencé à émerger chez moi. D'accord. Est-ce que tu penses que c'est toutes ces expériences un petit peu spéciales, on va dire, quand tu es jeune enfant et que tu dis mais pourquoi on agit comme ça avec moi? Est-ce que c'est ça qui a nourri ton engagement futur? Tu vois, le fait que le travail que tu fais aujourd'hui? Je pense qu'inconsciemment, oui. Oui, d'accord. Et j'emploie ce terme inconsciemment parce que on va progresser. Oui, voilà, on va progresser. Et on verra après comment j'ai repris les études, etc. Oui. Et c'est vrai que tous mes sujets, c'était toujours en lien soit avec la jeunesse des quartiers, soit avec l'identité. Oui, c'est ça. Et c'est vraiment des thématiques qui reviennent à chaque fois. Au départ, je pensais que c'était un hasard. Et j'ai finalement compris qu'il n'y a pas de hasard. Et que si je reviens à chaque fois sur cette thématique-là, c'est bien parce qu'à un moment donné, ça m'a perturbé. Oui. Et ça m'a posé question. Oui, c'est ça. Et justement, comme on le disait tout à l'heure, tu as grandi dans le 18e. Donc c'est un quartier... Non, le 18e, c'est très vaste. Mais il y a certains quartiers, on va dire, populaires. Et est-ce que... comment se sont passés tes premiers pas, justement, dans le social, on va dire? C'est à quel moment tu t'es dit, ouais, il y a un truc où j'ai envie d'aller, où j'ai envie de m'engager, avec les jeunes, notamment? Encore une fois, je ne sais pas si c'est le fruit du hasard ou pas. Mais voilà. Comme je l'ai dit, j'ai quitté l'école... Non, je n'ai pas dit que j'avais quitté l'école. Non, justement, non. Oui, dis-nous. Qu'on suive bien le fil. J'ai quitté l'école prématurément. Ok. Voilà. Je suis arrivé en fin de 3e. Donc, on a cette fameuse conseillère d'éducation qui te dit on peut rien pour vous. Non, j'ai une école qui est très bien. Elle m'a dit, parce qu'en réalité, je ne voulais pas faire de grandes études. Oui, mais c'est pas... C'est ce que je lui ai dit, etc. Et donc, elle me dit, tiens, il y a quelque chose qui est très bien pour toi. C'est la maintenance des systèmes automatisés. Tu verras, c'est génial et tout. D'accord. Donc, moi, je fais, pourquoi pas? Oui. J'ai été dans cette école et du coup, j'allais jamais en cours, en fait. Ok, ça te parlait pas, en fait. Mais en même temps, j'avais toujours les meilleures notes. Ah, c'est vrai? Ce qui déplaisait aux profs. Ah mince. Ce qui déplaisait aux profs. Et donc, j'ai quitté comme ça l'école, le système scolaire, sans diplôme, sans rien. J'avais même pas eu le brevet des collèges, pour te dire. Et donc, je me retrouve à la mission locale. Ok. Donc, de la mission locale, j'arrive à un stage de remobilisation. Ok. Avec des personnes qui ne me parlent pas français, etc. Donc, je me suis encore posé de questions. Qu'est-ce que je fais là? Ah, c'est vrai? Est-ce que je suis réellement à ma place et tout? Je comprenais pas. Ouais. Je fais un stage. Parce qu'à un moment donné, ils me disent qu'est-ce que tu veux faire? Moi, j'aime bien les enfants, tout ça. Donc, je fais un stage dans un centre d'animation. Ok. Et à partir de là, c'était le vrai déclic. Je me suis rendu compte que j'étais à ma place. Les animations, accompagner les groupes. Oui, c'est ça. J'avais le feeling avec les jeunes, ça se passait trop bien et tout. Et donc, du coup, à la suite de ce stage, j'ai passé le BAFA. Ok. Donc, on est dans les années 90. Ok. Je passe le BAFA. Et ensuite, je me retrouve dans les écoles de la ville de Paris. Voilà, à faire les interclasses, à faire les études, etc. Animateur pendant les vacances. Oui. Et c'est comme ça que j'ai commencé à travailler dans l'animation dans un premier temps. Ok, très bien. Et justement, c'est intéressant parce que tu t'introduis la prochaine question que je voulais te poser par rapport à Espoir 18. Comment, c'est quoi la genèse de Espoir 18? Comment est-ce que tu en es arrivé à rentrer dans cette grosse association? On va retourner encore en arrière. Non, on va poursuivre. Oui, on va poursuivre. On va plutôt poursuivre. Mais c'est marrant, j'aurais dû préparer des fiches. Ouais, non, mais il n'y a pas besoin, tout est dans ta tête. J'essaie de me remémorer les moments. Ouais. En fait, quand je bossais en centre de loisirs, il y a un ancien... c'est un directeur d'une antenne jeune qui me dit, tiens, il y a la possibilité, si tu veux, de travailler dans une antenne jeune en tant que médiateur. Je fais, ah bon? Ah, ok. Et donc, je postule et je deviens médiateur. Okay. Et je trouve ça génial, médiateur de la ville de Paris dans une antenne jeune, c'est génial. Et donc, je me suis tout de suite rendu compte que l'antenne jeune, elle n'a pas de budget. Ah ouais. Et donc moi, en tant qu'animateur, on est frustré. Il y a des jeunes qui viennent, on peut pas faire grand-chose avec eux. Donc on est parti chercher des sous auprès des commerçants, auprès d'entreprises, etc. Et on a réussi quand même à faire beaucoup d'activités avec l'antenne jeune. Okay. Et je me rappelle encore qu'à la fin de l'année, dans le rapport d'activité, il y avait marqué l'antenne jeune a fait ci, a fait ça. Et moi, ça m'a fait bizarre en fait. Parce que je me suis dit, il n'y a pas de sous. Mais en même temps, l'antenne jeune, elle se valorise en disant on a fait ci, on a fait ça. Alors que c'est moi et les habitants qui est allé chercher les finances.
qui sommes allés chercher des financements. Ouais. Donc, du coup, au bout d'un an, j'ai claqué un peu la porte de cette antenne jeune. Je suis retourné dans les centres de loisirs et en même temps, j'ai créé une association qui s'appelait Pas le temps à l'époque, dans le quartier. Et on a fait des choses que jusqu'à aujourd'hui, je ne suis même pas en capacité de faire. On a fait des grandes fêtes de la musique. Je me rappelle on envoyait des gamins, on envoyait des gamins, des familles à la Foire du Trône. On faisait tellement de choses. Et voilà, la jeunesse a fait que, au bout de 3 ans, l'association, on n'était plus c'était pas très organisé. Mais c'est pas facile au début. À l'époque. Ouais. Et donc, je suis retourné dans les centres. J'étais toujours dans les centres de loisirs. Et c'est quelques années après, avec Jérôme, Yao et d'autres personnes, on a poursuivi une action avec les jeunes en dehors des centres de loisirs. Et à un moment donné, on s'est dit, tiens, on a quand même beaucoup de jeunes, ça serait bien qu'on crée une association. Et c'est là qu'on a créé l'association Esport 18 en 2002. Oui, donc c'est une association qui a une belle longévité. Et donc, tu es membre fondateur de cette association. Je suis un des membres fondateurs de cette association et qui m'emploie toujours aujourd'hui. Et, je suis directeur d'une de ces antennes. Oui, c'est la. Alors, ça s'appelle maintenant EPJ Nathalie Sarraute, c'est ça Espace Paris Jeune Nathalie Sarraute. Voilà, parce qu'à l'époque, c'était le LAI, il me semble. À l'époque, c'était le LAI. Donc, la création de ce lieu est aussi particulière. Parce que, contrairement aux autres EPJ, là, c'est vraiment. On a répondu à un appel à projet pour la création d'un lieu d'accueil innovant. Donc, dans l'innovation, on a proposé des équipes pluridisciplinaires. Donc, il y avait une assistante sociale, une éducatrice, des animateurs socioculturels. On avait également des horaires décalés. Et surtout, ce qui était vraiment important dans ce dispositif, c'était une forte démarche participative. Oui, c'est ça. L'idée, c'était vraiment que le jeune soit au centre de toutes les attentions et surtout co-construise. Soit acteur. Et soit acteur du projet. Et donc, du coup, quand on a écrit le projet, on l'a écrit avec des jeunes. Oui, voilà. Et quand on est parti défendre le projet à l'oral, c'était le projet des jeunes qu'on venait défendre. Et du coup, c'est comme ça que l'aventure, elle a commencé avec le lieu d'accueil innovant, qui est une structure médico-sociale aussi. Et qui, par le temps, est devenu un espace Paris Jeune en 2017. Ok, super. Et justement, par rapport aux jeunes que tu accompagnes depuis pas mal de temps, donc tu as pu voir un peu l'évolution, est-ce que tu trouves que les jeunes de l'époque, entre guillemets, ils ont évolué par rapport à aujourd'hui ? Est-ce que c'est les mêmes besoins qu'ils ont, les mêmes problématiques ? Ou alors ça a beaucoup changé, selon toi ? Très bonne question. C'est une très bonne question parce que c'est des discussions que j'ai au quotidien avec des partenaires, avec des membres de mon équipe, etc. Et qu'effectivement, les jeunes... En fait, le danger du travail qu'on fait, c'est de croire que les jeunes sont les mêmes. Oui, voilà, c'est ça, c'est vrai. C'est de croire que les jeunes n'évoluent pas. Alors que les temps changent. Exactement. Les contextes changent. La pratique des jeunes change. Donc, effectivement, on n'a pas affaire à la même jeunesse aujourd'hui que celle d'hier. Et parfois, et quand je dis c'est le danger des travailleurs sociaux, c'est de toujours faire les mêmes choses, toujours reproduire les mêmes choses, en pensant que avant ça marchait, donc ça va toujours marcher, sans prendre en compte ce détail que la jeunesse n'est plus la même. Donc on ne peut pas tout le temps reproduire les mêmes choses. Ils ne produiront pas les mêmes effets parce qu'on n'a pas affaire à la même jeunesse. Exactement. Et justement, les institutions avec lesquelles tu collabores, est-ce que tu penses qu'elles ont du mal, elles n'arrivent pas bien à dialoguer avec les jeunes ? Est-ce qu'on a besoin est-ce qu'on a besoin de structures comme la tienne ou l'EPJ Nathalie Sarraute et en plus grand Esport 18 pour être des médiateurs, justement pour parler avec eux. Bien évidemment. Sinon, ce serait... Non, mais bien évidemment. Parfois, on a des institutions qui sont aussi... excusez-moi de le dire. Des gens dans les bureaux, c'est ça, qui sont hors sol. Mais c'est ça, ils ne comprennent pas. Qui sont hors sol. Et parfois, c'est des orientations, des appels à projets, des directions, sans forcément comprendre les mécanismes et comment on peut arriver à une réelle émancipation si l'objet, c'est l'émancipation du jeune, tu vois. Et oui, et pas assez à l'écoute du terrain. Ça, c'est une réelle problématique. Oui, justement. Et en parlant de problématique, toi, tu es très engagé dans la problématique des RICS. Ouais. J'ai suivi ça. Entre autres. Oui, entre autres, pas que, je sais. Et
Justement, est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui a évolué, les RICS, par rapport à une époque ? Oui. Ouais. Oui. Ce qui est intéressant sur cette question-là, c'est qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus visible. Oui, voilà. Donc, on a l'impression que c'est un fait nouveau. Mais en réalité, les RICS, ça a toujours existé. Bah oui, moi je me rappelle à l'époque 18e, 19e. ça a toujours existé. Ouais. Sauf qu'aujourd'hui, avec l'avènement des réseaux sociaux, mais ouais, c'est pire. Du coup, ça va beaucoup plus vite. Ça, en un clic, tu as 100 personnes qui sont dehors en train de se taper dessus. Ouais, c'est ça. Ça va super vite. Alors qu'à notre époque, le temps de contacter les autres, aller appeler les potes, ça mettait trop de temps. C'est ça. Et donc, du coup, c'était pas aussi fréquent. Oui, c'est ça. Aujourd'hui, ça va super vite. Et puis, il y a aussi le côté où les jeunes s'humilient sur les réseaux sociaux, etc. Ouais. Et donc, ça amplifie encore plus la chose. C'est ça. Mais est-ce que tu penses qu'une RICS, on peut la voir venir... on n'est pas des devins, mais est-ce que c'est quelque chose qu'on peut voir venir avant et essayer de justement tout faire en sorte de la stopper avant que ça explose, justement ? Oui, je pense que la RICS, c'est difficile de la voir venir. Parce qu'en réalité, comme je te l'ai dit, ça va super vite. Ouais. À moins d'être une taupe dans le réseau des jeunes. Et attention, ils se donnent rendez-vous, donc on sait. Mais sinon, ça va super vite. Après, bien évidemment qu'on peut agir en amont. Il faut agir en amont. C'est souvent ce que je dis quand je discute avec avec les décideurs. C'est qu'il faut qu'on fasse la distinction entre l'intervention et la prévention. La prévention, elle se fait en amont. La prévention, on peut commencer à faire la prévention dès la maternelle, dès la primaire, en travaillant sur le développement des compétences psychosociales. C'est ces choses-là qui font en sorte que le gamin il va réfléchir à 2 fois avant de rentrer dans une RICS. C'est ça. Après, il y a le moment de l'intervention. Quand la RICS, elle éclate, on n'a pas le choix. On est des acteurs, on est connus des jeunes. On intervient, on fait ce qu'on peut. C'est ça. La police, elle est là aussi pour faire son job. Mais quand on sait et quand on a identifié les individus qui sont impliqués dans les RICS, on peut agir à ce moment-là. Oui, voilà. Ça veut dire on sait qu'ils sont en tension en ce moment, etc. C'est à nous d'agir. C'est ça. C'est à nous d'agir, d'arriver à identifier les leaders dans les groupes. Oui, c'est ça. Parce qu'en réalité... parler aux têtes, on va dire. C'est ça. Aux têtes, Quand tu as 50 personnes qui se tapent dessus, tu as peut-être 2 ou 3 personnes qui sont leaders et qui motivent les autres, etc. C'est ça. Si on arrive à identifier ces leaders, faire un travail sur eux, etc., et de les transformer en leaders positifs, oui, c'est ça. Ça va dépendre sur tout le groupe. Il n'y a plus de RICS, en fait. Oui, c'est vrai. Donc, il y a beaucoup de méthodes à avoir. Aussi, faire des médiations entre, encore une fois, les personnes identifiées comme leaders des différents groupes, de les mettre autour d'une table. C'est des choses qu'on a déjà faites et qui ont fonctionné. C'est ça. Donc, il y a beaucoup de méthodes à mettre en place. De prévention. Mais de prévention. Mais justement, en parlant de ça, je ne vais pas t'apprendre grand-chose et puis je pense que tu le sais déjà parce que tu travailles sur ce sujet-là. La santé mentale des jeunes est une grande problématique, on va dire, actuelle. Est-ce que tu penses que justement les RICS découlent des frustrations des jeunes et selon toi, quelles sont ces frustrations-là ? Waouh. Enfin, de ce que tu identifies toi avec les jeunes avec lesquels tu travailles. Est-ce qu'il y a des frustrations qui reviennent ? Tu vois, tu parlais de toi, la frustration quand tu étais jeune, tu vois, d'avoir l'impression qu'on ne te regarde pas comme les autres. Mais est-ce que ça peut être le rapport à l'autre, le manque de travail peut-être, le fait que les réseaux sociaux, je ne sais pas. C'est quoi les grosses problématiques ? Moi, j'aimerais dire que en réalité, c'est multifactoriel. Oui, voilà, c'est pas qu'une chose. Il y a le côté... Il y a les inégalités sociales, par exemple. Oui, voilà, c'est ça, oui. À un moment donné, quand on habite dans un quartier, ça va pas à la maison, ça va pas à l'extérieur, ça va pas à l'école. À un moment donné, on réussit tellement nulle part qu'on est frustré. Parfois, la RICS, c'est peut-être le seul moment où tu vas être acteur, en fait. Tu as du pouvoir. C'est ça, c'est vrai. Où tu deviens fort. C'est où vrai, tu bastonnes et on va te valoriser sur les réseaux sociaux. T'es un show, toi, t'es trop fort. Ouais, c'est ça. Donc bien sûr, c'est multifactoriel et parfois, la RICS, ça devient comme le seul refuge où quelque part tu peux devenir quelqu'un. Tu t'exprimes et tu deviens quelqu'un en fait. Parce qu'on te respecte pour ce que tu fais, que ce soit positif ou négatif. Mais on te respecte pour ça. Ouais, non, c'est ça. Et c'est vrai que, comme tu le dis, il y a beaucoup de frustrations souvent qui s'accumulent dans certains endroits.
Et c'est vrai que ces jeunes-là ont l'impression qu'ils n'ont aucune échappatoire, autant que ce soit dans la famille ou que ce soit dans le travail, ou que tout est fermé. Et donc, à un moment, c'est un truc qui implose un peu et qui va exploser forcément dans les RICS. Mais c'est vrai que ce que tu disais, tout ce travail de prévention, et notamment, je pense à une chose, est-ce que tu penses que les familles, justement, de ces jeunes-là, pourraient être impliquées, enfin, on pourrait travailler avec elles justement pour aider cette prévention au plus tôt. Bah, il y a des acteurs qui sont très invisibilisés. Les mamans. Ce sont les mamans. Ouais, c'est ce que j'allais dire, les mamans. Ce sont les collectifs de mamans. Ouais, c'est vrai. Moi, quand j'ai fait une recherche sur les RICS, je me suis intéressé à ces collectifs de mamans parce que sur chaque terrain d'études, bah, je me suis rendu compte qu'il y avait des collectifs de mamans qui s'organisaient. Des fois contre les pouvoirs publics, qui leur mettent des bâtons dans les roues. Des fois contre les acteurs habituels, les centres sociaux, clubs de prêve ou associations, qui manipulent ces mamans en leur disant, je prends l'exemple d'une maman qui m'a beaucoup marqué et qui me dit, moi quand je suis venu en France, je suis venu avec un bac. Elle me dit, quand je suis venu en France, je suis venu pour faire mes études. Elle me dit, quand on part à une réunion et qu'on me dit « Madame, vous avez rien à dire, je vais parler pour vous », elle me dit ça en pleurant. Ouais. C'est de l'humiliation. Bien sûr. On la laisse même pas s'exprimer. Alors que le collectif, c'est elle qui l'a créé. Elle a créé une association. D'accord. Qui, aujourd'hui, beaucoup de gens s'appuient sur ce qu'elles ont pu mettre en place et sur leur savoir-faire. Aujourd'hui, moi, je la fais intervenir auprès de municipalités et auprès de d'autres collectifs de mamans pour qu'elle partage son expérience. Donc, c'est toute cette frustration qui fait que cet acteur, effectivement, le collectif de mamans ou les collectifs de mamans sont trop invisibilisés et parfois un peu trop manipulés. Oui. Parce que quelque part aussi, ça démontre un peu le manque aussi. Parce que pourquoi ces collectifs de mamans, elles agissent alors qu'on entend trop souvent dire que mais ils sont leurs parents. Qu'est-ce que font leurs parents? On leur tombe dessus alors qu'elles essayent d'agir et on les trouve pas légitimes d'une certaine manière. Tout à fait. Donc c'est injuste. Oui. Parce qu'elles sont actrices. Et donc les parents sont acteurs, les parents sont là quand ils le savent. Parce que souvent, ils sont pas au courant que leurs enfants sont dans des RICS. Oui, c'est vrai, évidemment. Je connais aucun parent qui va encourager son enfant. Vas-y, tiens, je te donne un marteau. Va taper l'autre là-bas. Tu vois. Donc voilà, quoi. Faut qu'on arrive à sortir de ces fantasmes-là. Oui, c'est ça. Et de se dire qu'un parent, et comme l'a dit cette maman, je reprends ses dires, elle dit que elle connaît aucune maman qui va porter pendant 9 mois son enfant pour après le laisser partir dans des RICS. Oui. Non, mais ça n'a pas de sens, oui. Donc forcément, il faut redonner la juste parole à ces collectifs-là de mamans qui sont très importants et qui, justement, à titre préventif, peuvent aider à améliorer cette problématique des RICS. Complètement. Et justement, on va bifurquer un peu, enfin, on va avancer dans le temps. Donc, toute ton expérience et ton expertise t'a amené sur les bancs de la Sorbonne. Ouais. Et du coup, c'est une belle fierté et une belle reconnaissance. Et est-ce que tu penses que... Qu'est-ce que ça t'apporte, toi, d'aller justement aller montrer ton expertise et justement toute cette expérience sur les bancs de la fac? Ce qui est intéressant, c'est que là, ça doit faire à peu près 4 ans que j'enseigne les méthodologies d'intervention sociale à la Sorbonne Paris-Nord. Et c'est une opportunité que j'ai saisie. Parce que voilà, je te disais que j'avais écrit un mémoire dans le cadre d'un master, donc j'ai eu une reprise d'études. Oui, justement. J'ai une reprise d'études et j'avais une directrice de mémoire, Sarah, je te salue. Salut Sarah. qui m'a tellement valorisé, qui m'a tellement motivé et qui me disait que est-ce que ça m'intéresserait d'enseigner dans son université. Et moi, ça ne m'a jamais traversé l'esprit. Moi, Mamadou Toukara, qui a quitté le cursus scolaire sans même être capable d'avoir le brevet, qu'est-ce que moi, je vais aller enseigner à la fac? Donc pour moi, je dis, mais attends, Sarah, elle me dit, mais non, regarde,
encouragé. Donc, j'ai fini par comprendre que j'avais peut-être ma place dans ce truc-là. Et oui, la première fois que j'y étais, j'ai pris carrément le tableau en photo. Oui. Où il y avait marqué mon nom en tant qu'enseignant, etc. C'est une belle... Parce que j'avais... Oui, mais j'avais aussi ce syndrome de l'imposteur. Oui, mais je sais, mais oui, justement. C'est pour ça que je te demandais qu'est-ce qui s'est passé en toi. Du coup, il y a ce côté hyper fier de, tu vois, de pouvoir aller sur les bancs de la Sorbonne, qui est quand même une des facultés, enfin, une des plus grandes facultés françaises. Et en même temps, ce truc, comme tu dis, t'as arrêté l'école. Et donc, c'est une belle revanche, entre guillemets. Tout à fait. Mais ce syndrome de l'imposteur est revenu. Mais j'espère qu'il est parti aujourd'hui. Non, il est... Bon, pour dire vrai, il est toujours un peu là. Un petit peu, ouais. Mais oui, il est parti en réalité. Moi, ce qui m'a aidé, c'est aussi un autre diplôme que j'avais passé en parallèle, qui était le diplôme d'état d'ingénierie sociale. Ok. Et ce diplôme, franchement, il m'a vraiment appris à faire un pas de côté, appris à prendre de la distance avec les choses. Ouais. Et du coup, je pense que ça m'a beaucoup aidé dans cette prise de conscience aussi, de me dire que, ouais, Mamadou, t'es à ta place. T'es pas un imposteur, t'es à ta place ici. Et l'échange avec les étudiants, il est tellement riche. J'apporte autre chose. Ouais. J'apporte mon parcours qui est complètement atypique. Ouais. Ça veut dire que je pourrais ressembler à aucun autre prof. Mais c'est ça. Et aucun autre prof peut me ressembler. Et donc, du coup, j'arrive là comme ça, avec ce que je suis. C'est ça. Mais en même temps, voilà, j'apporte des choses. J'apporte plus à ces étudiants en réalité. Mais c'est ça. Je leur apporte des choses parce que j'ai une compréhension peut-être que d'autres enseignants ne pourraient pas avoir. C'est ça, mais je pense qu'au fil des années, tu as nourri une expertise que personne d'autre ne peut avoir et qui se trouve dans aucun livre, en fait. C'est vraiment ton parcours qui t'a amené à ça. Et ce que tu partages, personne d'autre ne peut le faire. Donc, en vérité, c'est quand même assez riche, quoi. C'est chouette. Ouais. Félicitations, bravo, en tout cas. Merci. Ouais, c'est cool. Et du coup, mais tu es aussi formateur, hein, il me semble. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce pan-là ? Je suis formateur sur... je forme des secouristes en santé mentale. Oui, c'est ça, oui, la santé mentale. C'est une formation PSSM qui s'appelle les premiers secours en santé mentale. Okay. Et ce qui m'a amené à devenir formateur, c'est... je me suis rendu compte avec le temps qu'on avait beaucoup de jeunes qui allaient mal, tout simplement. Oui, c'est ce qu'on disait. Qui allaient mal, on ne le voyait pas venir. Pour certains, faisaient des allers-retours en psychiatrie. Donc, c'est des choses qui m'ont pas mal interrogé. Et j'ai commencé à m'intéresser à ça. Et j'ai une amie qui m'a dit, tiens, il y a cette formation qui existe, ça serait bien que tu la passes, etc. Et quand j'ai été faire cette formation, que je suis devenu secouriste en santé mentale, je me suis dit, mais mince, tous les acteurs doivent avoir cette formation, en fait. C'est vrai, ça doit être obligatoire. Parce qu'on te donne des outils pour pouvoir comprendre ce qu'est qu'un trouble. C'est quoi la différence entre une crise d'adolescence et le début d'un trouble dépressif ou anxieux ou autre, ou psychotique, etc. Et puis, quoi faire, en fait ? Oui, c'est ça. Qu'est-ce que tu fais quand tu es en face de quelqu'un qui commence à développer un trouble ou qui est en crise ? Et donc, du coup, je me suis dit que il va peut-être falloir que je passe la formation pour devenir formateur, pour pouvoir aussi former à mon tour le plus grand nombre de personnes. D'accord. Et c'est ce que je fais actuellement. Parce que pour moi, c'est trop important. Bien sûr. C'est trop important. Il y a trop de gamins qui sont laissés pour compte. Et puis surtout, si on arrive à avoir des interventions précoces, il y a une meilleure qualité de rétablissement. Donc du coup, plus on est formé et plus il y a de gens formés, plus on arrive à intervenir plus tôt dans la vie d'un jeune. Oui, voilà, plus on commence tôt la prévention et analyser qu'est-ce qui peut se passer, et plus les problèmes sont moins énormes à gérer après. Tout à fait. Et justement, tu interviens dans quel style de structure ? Toute structure ou... Moi, j'interviens dans toute structure, pour des collectivités territoriales, pour des associations, des centres sociaux, des écoles, avec la formation des enseignants. Dans les écoles aussi ? Ah oui. À partir de quel âge ? Quel âge ? Non, c'est les enseignants que je forme. Pardon. Oui, les enseignants, mais je veux dire peu importe l'âge tout à fait. Des enfants qu'ils ont. À la rentrée, je vais intervenir dans une école primaire. Ah, voilà, ok. Donc, dès cet âge-là, on peut avoir... À la demande d'une directrice. Ok. Donc oui. Donc très, très, très jeune. Tout à fait. Justement, et par rapport à ce qu'on est en train de dire, toutes ces choses, tu vois, le fait
de former les gens par rapport à la santé mentale, même ce travail de risque dont on parlait tout à l'heure. Oui. Est-ce que tu arrives, quand tu rentres chez toi, à couper avec tout ça? Parce que c'est pas évident, j'imagine. Non, mais c'est une très belle question. C'est une très belle question. C'est vrai que je ramène pas le travail à la maison. Ouais, c'est pas évident, j'imagine. En tout cas, je me suis toujours dit ça, de pas ramener le travail à la maison. Quand je suis à la maison, je suis à la maison. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire, je dépose ma cape. Ouais, c'est ça. T'enlèves ton costume de Mamadou. Voilà, c'est ça. Et là, c'est le père de famille. Oui, c'est voilà, là qui c'est ça. Voilà, etc. Et j'essaye de faire ça au maximum pour justement pouvoir jouir de moments en famille, oui, bien privés. Sûr. Oui. Et même si c'est pas toujours évident. Mais bien sûr. Mon téléphone, il est toujours quand même allumé. Ouais, c'est pas donc évident. des fois, on m'appelle pour une urgence ou une autre. Mais voilà, j'essaie quand même de privilégier des temps de famille, à la maison, privés. Et voilà. Ok. Ouais, non, mais c'est pas évident, j'imagine, quand t'es par rapport à ton métier et tous les endroits dans lesquels tu interviens. Et que c'est des problématiques assez difficiles et tout ça. Des fois, même tu dois entendre des histoires où, tu vois, on parlait des mamans ou alors des enfants, tu peux entendre des choses. Et des fois, c'est pas évident de couper, mais c'est vrai que si tu arrives à le faire, je pense que c'est plus sain, on va dire. Mais c'est important. C'est important. Parce que ce qu'on me dit souvent, c'est aussi de s'occuper des enfants des autres au détriment des siens. Mais oui, parce que ça, sinon, c'est compliqué aussi. C'est ça, non, c'est vrai, hein. On pense donc pas. Donc, il faut être présent pour les siens aussi. Donc, voilà. Ouais. Et puis, c'est ça qui donne la force aussi pour pouvoir être solide dans ton travail, quoi. Tout à fait. Ouais. Et justement, tu es toujours dans le 18e. Toujours. Ouais. Et on est d'accord que le visage du 18e a beaucoup changé, tu vois. Et est-ce que tu trouves que avec, on va dire, la gentrification qui a lieu dans les quartiers aussi populaires, est-ce que, on va dire, les autres générations ont plus de mal à s'inscrire dans ce nouveau 18e, on va dire? C'est pas évident. C'est vrai que les territoires ont beaucoup changé, les quartiers ont beaucoup changé, évolué. J'aimerais dire qu'il y a des bonnes choses aussi. Oui, je pense qu'il y a du bon. À cette gentrification. Mais sauf que ce qu'on oublie, c'est que moi, j'ai l'impression de ma fenêtre que la gentrification, finalement, elle cloisonne encore plus. Oui, finalement, avec du recul. Elle cloisonne encore plus. C'est vrai. Moi, ma structure, elle est sur une esplanade. Donc, on a des bars bobos qui ont apparu. Ouais. Ils attirent leur clientèle à eux. Donc, ça te fait un groupe de bobos ici, un groupe de migrants vers la bibliothèque, c'est ça. Et les jeunes devant ma structure. Oui, ça cloisonne. Donc, il n'y a pas d'interaction, en fait. Mais c'est ça. Il n'y a pas d'interaction entre les différents publics. Et je me dis, tout ça pourquoi, en fait, tu vois? S'il y avait un mélange, s'il y avait un vrai mélange. Si on ne joue pas le jeu réel de la diversité, où ces enfants qui habitent nos quartiers aujourd'hui, qui vont pas dans les écoles, qui ne fréquentent pas nos écoles, leurs parents qui ne fréquentent pas nos centres. Donc, à un moment donné, c'est soit ils gagnent du terrain sur nous. C'est un peu ça, malheureusement. Mais oui. C'est dommage. Mais voilà, après, il y en a certains qui jouent le jeu, qui inscrivent leurs enfants à l'école, qui sont là, ils essaient de monter leurs actions sociales, etc. Et je trouve ça génial, en fait, tu vois. Mais oui. Oui, c'est ça, c'est apprendre à vivre ensemble, finalement, et faire les choses ensemble. Tout à fait. Parce que si, après, je me dis, si les jeunes se sentent plus, comme s'ils étaient plus vraiment chez eux, c'est un peu compliqué, quoi. Moi, souvent, je dis que quand les RICS ont commencé à apparaître sur ce coin du 18e, c'est à la livraison de l'esplanade. Oui, c'est ça. C'est à la même période, en fait. C'est une fois qu'ils ont commencé à livrer cette esplanade que les RICS se sont accentués. Ouais. Et je me dis, est-ce que les gamins, inconsciemment, n'existaient pas à travers ces RICS, en fait, pour dire qu'on est là, en fait, tu vois. C'est ça, ce que tu disais tout à l'heure, ouais. Carrément. Je pense qu'il peut y avoir un lien. Oui, voilà, de se dire, ok, on est là, en fait. On est là, on existe. Pas... Ouais, on existe, ouais. C'est toujours ça, en fait. Le problème, c'est que je pense que une bonne majorité des problèmes, c'est quand on se sent pas à sa place ou qu'on se dit, mais j'ai pas de place, ou comment je vais faire pour exister, tout ça. Et malheureusement, des fois, ça va faire un côté qui est un peu, entre guillemets, un peu glissant, dangereux. Tout à fait. Et pas à notre avantage. Ah, on a du boulot, Mamadou, n'est-ce pas? Mais sur cette touche-là, on va essayer d'avoir un peu de positif. On va se dire, imaginons
qu'on avait une baguette magique, bah voilà, ouais, c'est celle-là, ma baguette magique, D'accord. et que je te donne la possibilité de régler un problème dans le monde, tu choisirais lequel en premier? Quelque chose qui te touche, tu dis ça, on ne veut plus en entendre parler. La question de la santé mentale. Ouais, mais c'est vrai. Hein. La question de la santé mentale, parce que je trouve que la santé mentale, elle est transversale à tellement de problématiques. Ouais. Qu'en réalité, si on réglait les problèmes de santé mentale chez les jeunes et qu'on avait des jeunes qui se sentent bien oui. dans un corps sain, c'est ça. Je pense qu'il y aurait beaucoup moins de problématiques, soit de rixes, soit d'autres choses qui découlent en réalité d'une mauvaise santé. Donc en vrai, c'est ça. Mais du coup, c'est vraiment prendre soin de notre jeunesse. Tout à fait. Pour que le monde soit avec moins de problématiques. C'est les adultes de demain, mais c'est les citoyens de demain. Et si on ne prend pas soin d'eux, on peut avoir justement des sociétés malades. Comme le contexte géopolitique actuel, où on a des gens malades à la tête de certains États puissants. Et c'est ça, mais donc vraiment, prenons soin des jeunes et avis à nos amis politiciens. C'est très important, les jeunes, parce que c'est le monde de demain, comme tu disais. Bien sûr. Et puis, ils en ont fait de la santé mentale une priorité nationale. Oui, c'est vrai que ça y est. En 2025 et en 2026, sauf que les moyens ne suivent pas. Oui, voilà. Donc, c'est bien beau de dire, tiens, santé mentale, priorité nationale, mais qu'est-ce qu'on fait? Oui, c'est ça. Concrètement, qu'est-ce qu'on fait? On voit que la jeunesse va mal. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on met en place? Est-ce qu'on peut donner des moyens aussi aux acteurs comme vous et Sport 18 et ton lieu aussi Enfin, toutes ces structures-là qui aident et qui sans elles, je pense que ce serait vraiment dramatique. Ça serait plus dur. Voilà, ce serait très, très dur. Donc voilà, alors prenons soin de notre jeunesse. Tout à fait. Et justement, Mamadou, merci d'avoir répondu à nos questions. Mais qu'est-ce qu'on pourrait te souhaiter pour la suite? Waouh. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Mis à part la santé, parce que c'est très important. Qu'est-ce qu'on peut me souhaiter pour la suite? Oui, qu'est-ce que pour la suite, pour l'avenir, qu'est-ce qu'on pourrait te souhaiter? De pouvoir poursuivre ce que je fais. Voilà. Et ce qu'on fait tous en réalité, tu vois. Et de faire en sorte qu'il y ait beaucoup moins, pour ne pas dire plus de jeunes, sur le carreau. Oui, voilà. Comment faire pour accompagner ces jeunes? Comment faire pour que ces jeunes ne décrochent pas scolairement? Oui, c'est ça. Parce qu'en réalité, c'est une mission. Hein. Ça fait je ne sais plus combien d'années où je travaille avec cette jeunesse. Et voilà, l'idée, c'est l'émancipation des jeunes. Comment on peut faire pour arriver à une réelle émancipation des jeunes, de faire en sorte qu'ils ne décrochent pas, parce que faut qu'on se pose aussi des bonnes questions. Comment se fait-il que des gamins de 11 ans, 12 ans vont plus à l'école? C'est pas normal. Oui, c'est vrai. C'est clair. C'est pas normal. Oui. Donc si ils s'y retrouvent pas, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a été cassé? Quand on parle d'inclusion scolaire, moi ça me fait rire. Il y a plein de gros mots comme ça. On parle de coéducation. Mais la coéducation, oui, c'est l'école, la famille et l'enfant. Mais à un moment donné, comment on fait quand on a des familles qui viennent d'ailleurs, qui ne comprennent pas finalement les codes de l'école en France? Comment on fait pour les inclure? Oui. Combien même on veut... parce que moi, j'ai discuté avec des mamans qui me disent très simplement, moi, j'ai été convoqué à l'école, je suis parti, je dis et en fait, j'ai rien compris. Ça, c'est une maman qui m'a dit ça en soniqué lors d'un entretien. Oui, c'est ça. Et je me dis qu'à un moment donné, il faut une approche transculturelle. Il faut prendre les gens aussi avec ce qu'ils sont, avec leurs croyances, leurs bagages, etc., pour mieux les insérer, de leur faire comprendre comment ça fonctionne. Il y a plein d'outils qu'on pourrait imaginer. Mais c'est clair. Et d'arrêter aussi de dire que l'enfant est le médiateur entre l'école et la famille. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'enfant, c'est à l'enfant qu'on donne cette responsabilité-là. Ouais, c'est énorme. Cet enfant qui va raconter ce qu'il veut à ses parents. Oui, en plus, oui. Surtout si les mamans, elles ne comprennent pas. Et donc, on le met dans une position qui n'est pas la bonne, qui n'est pas la sienne, en fait. Et donc, je pense que, oui, si j'avais aussi une baguette magique, je pense que c'est de mettre aussi un grand coup de pompe dans cette fourmilière de l'éducnat et d'essayer de réformer un peu les choses. Oui, c'est vrai, comme tu le dis, il y a beaucoup de choses à faire. Accompagner les parents, justement, qui ont envie de bien faire, mais comme tu dis, des fois, culturellement, on vient d'ailleurs, donc on a juste besoin d'être accompagné. Et des fois, les personnes sont démunies, donc elles ne savent pas quoi faire, elles ne savent pas vers qui se tourner. Donc, il faudrait pouvoir accompagner les parents aussi, en vrai. Et très simplement. Ouais, très simplement. Ça ne demande pas tant de moyens que ça. Non. Et ouais.
Ok, sur ces belles paroles, merci à toi Mamadou d'avoir répondu à nos questions. Merci pour l'invitation, c'était génial. Ouais, c'était cool. C'est un très bon moment. Ouais, je moi me suis, aussi. Replongé dans mon enfance. Merci à toi, pour ton engagement, toujours sans faille depuis toutes ces années. Merci. Et merci à la régie pour le son et l'image derrière. Coucou. Merci à tous nos auditeurs de nous avoir suivis. À très bientôt sur UGOP Radio, la radio du 12. Portrait, l'émission Parcours d'UGOP Radio.